C'est drôle, je ne vous voyais pas comme ça. Vous savez que vous êtes déjà dans le Grand Larousse. Alors je me disais, Denis de Rougemont, L'amour à l'Occident, Denis de Rougemont, voyons à quelle époque a-t-il vécu? Ça doit être quelqu'un avec une longue barbe, un vieux sage en quelque sorte. Il y a à peu près 30 ans qu'on me dit ça. 30 ans. Quand je suis arrivé en Amérique, j'avais 34 ans, je venais de publier L'amour et l'Occident, et les gens me disaient, comment vous êtes l'auteur de L'amour et l'Occident, je vous voyais avec une grande barbe. Oui, c'est ça. On ne savait pas à quelle époque vous étiez né. Une barbe qui est très vieille. Eh bien écoutez, ça a été une divine surprise, franchement. Votre livre, c'est exactement, en quelque sorte, le livre dont nous avions besoin. C'était vraiment l'expression exacte, je dirais même avec ses lacunes, en quelque sorte, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais l'expression la plus exacte de tout ce qui se passe actuellement et de tout ce que nous croyons, en quelque sorte. Alors moi, je voudrais savoir un peu comment ça se fait que, cheminant peut-être par des voies différentes, en ce moment, il y a cette convergence entre vous et nous, et comment vous êtes arrivé à l'écologie? Au fond, il y a à peu près 40 ans que je m'occupe de ce genre de problème, mais c'est seulement il y a 7 ou 8 ans que j'ai tout d'un coup compris ce qu'était, disons, le problème écologique, le problème de la pollution, résultat de la société de croissance illimitée, industrielle, qui aboutit d'une part à polluer l'air, l'eau, les sols, à bétonner 18% du territoire de la Hollande, à peut-être nous priver d'oxygène à terme en polluant les océans, et puis qui aboutit d'autre part à renforcer continuellement les pouvoirs de l'État centralisateur. Le tout conduisant à la guerre, puisque l'État est né de la guerre et vit de la préparation des guerres, c'est son ultima ratio de toutes ces mesures prises, c'est la défense nationale, les grands États faisant des grandes guerres, les grandes guerres créant les États totalitaires et les États totalitaires menant à la guerre totale qui sera probablement la fin, sinon du genre humain tout à fait, du moins de l'histoire des civilisations. Alors j'ai aperçu tout cela d'un coup, il y a 7 ou 8 ans, quand chez des amis j'ai vu le premier rapport d'un Américain, Forrester, qui a donné plus tard le premier rapport au Club de Rome. Ça a été au fond le déclic, le choc de la prise de conscience qui m'a fait comprendre au fond la cohérence plus profonde que je ne croyais des idées qu'avec mes amis personnalistes des mouvements Esprit et l'Ordre Nouveau nous défendions dans les années 30 et que nous pensions complètement engloutis par la guerre qui ont ressurgi un petit peu à la fin de la guerre sous la forme du mouvement fédéraliste européen, mais qui ont subi de telles avanies dans les 3 dernières décennies, quand la cause européenne a été livrée aux gouvernements qui n'en veulent pas, qui font semblant d'en vouloir, que j'étais vraiment très découragé, quand tout d'un coup, je me suis senti presque rejoint par tout un mouvement dont vous êtes un représentant à peu près symbolique, par la différence d'âge qui nous sépare. Je pense qu'il est important que nous puissions confronter nos idées là-dessus. Je voudrais savoir, puisque j'ai répondu à votre première question, comment vous-même en êtes venu. Vous savez que c'était un petit peu la même histoire, sauf qu'elle est plus récente. J'ai participé à cette espèce de grande aventure qui était mai 68 en France, mais j'avais le sentiment qu'on ne savait pas très bien expliquer ce qui se passait et qu'on n'avait pas grand-chose à proposer. Et lorsque j'ai lu le rapport du Club de Rome, c'était une douche. Je me suis dit, mais c'est épouvantable. Nous sommes dans une voiture, n'est-ce pas, sur une autoroute, ou sur une route sinueuse plutôt, qui va de plus en plus vite. On voit le compteur qui grimpe. On ne sait pas où on va. On ne sait pas si on ne va pas rentrer dans le décor. Et pendant ce temps-là, nous sommes là à discuter de savoir qui sera sur la banquette avant ou qui sera sur la banquette arrière. C'était un petit peu l'impression que j'ai eue. Et je me suis dit, mais les problèmes les plus graves, c'est vraiment l'écologie. Et c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, c'est ça qui est intéressant justement, et c'est pour ça que votre livre est si passionnant, c'est ensuite, à partir de l'écologie, finalement, que les problèmes ont grandi de plus en plus et qu'on s'est aperçu que justement, la lutte des régions, par exemple, contre l'État, la lutte des gens qui veulent défendre leur territoire contre les technocrates qui décident à Paris comment ce territoire sera organisé, comment ils en seront chassés, c'était finalement le même combat. Et je crois qu'il faudrait justement qu'on parle de ces régions et qu'on voit sur la dédicace du livre, quand vous me l'avez donné, c'était gentil, vous avez marqué Europe, région, écologie, même combat.
comment cela exactement? Je ressens la même chose, mais c'est vous qui l'avez le mieux expliqué. Je voudrais corriger un petit peu la dédicace que je vous ai faite et que j'ai faite à quelques autres amis écologistes en disant au lieu de même combat, même avenir. Je trouve qu'on abuse du langage militaire, même chez nous, chez les écologistes, qui sont pourtant des non-violents déclarés. On abuse de cela et il vaudrait mieux faire comprendre à tout le monde que aucun de ces buts, aucune de ces réalités n'a d'avenir sans les deux autres. N'est-ce pas? Il n'y aura pas de solution écologique à nos problèmes s'il n'y a pas les régions, et il n'y aura pas de région s'il n'y a pas l'Europe fédérée, et vice-versa. Et c'est surtout, sans doute, parce que le coupable principal, c'est l'État-nation. L'État-nation est le produit et le concomitant de ce développement de la société industrielle en croissance continue. L'État-nation essaye de nous cacher le fait que c'est impossible de faire une croissance continue, illimitée dans un monde limité, une croissance infinie dans un monde fini. L'État-nation ne voit que la préparation des guerres, ou empêcher des guerres, mais ça revient au même, n'est-ce pas, on s'occupe des mêmes réalités, et nous empêche au fond de nous occuper réellement de politique. On nous dit quelquefois aux écologistes, vous êtes en train d'être récupérés, d'être politisés. Moi je réponds, c'est tout le contraire qui se passe. Ce sont les partis qui sont écologisés de plus en plus. Et ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte, ou quelquefois ils le font en toute hypocrisie. Mais c'est un fait. Nous ne sommes pas récupérés, et les partis, je ne dirais pas qu'ils sont récupérés par les écologistes, mais enfin, ils sont fortement influencés par eux. C'est pourquoi d'ailleurs, personnellement, je suis contre la création d'un parti écologique qui condenserait tout d'un coup, dans une petite minorité, toute une série de réalités qui seraient beaucoup plus efficaces si elles étaient diffuses sur l'ensemble du corps social. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et justement, on voudrait, nous écologistes, lancer une formule, n'est-ce pas, pour la politique que nous voulons faire, c'est le judo. Nous sommes des judokas en politique, c'est-à-dire que nos adversaires, nous ne voulons pas les liquider en quelque sorte, même nous doutons même qu'il y ait des victoires au sens où, après cette victoire, tout vient merveilleux. C'est pas vrai, c'est incessant, c'est par capillarité, par osmose, ça se diffuse de cette manière-là. Alors, bon, il y a donc, en quelque sorte, et ça s'est traduit par une réunion à laquelle nous étions tous les deux à Metz, Ecoropa, n'est-ce pas? Il y a une stratégie, si j'ose dire, encore que ce soit un terme militaire, qui est double. Peut-être expliquer, Ecoropa, n'est-ce pas, est un rassemblement de 50 à 60 écologistes de tous les pays d'Europe. Parce que nous avons tous compris en même temps que les réalités écologiques sont solubles ou bien dans le cadre de la région, ou bien dans le cadre continental, voire dans un cadre mondial quand il s'agit des océans, mais n'ont rien à voir avec le cadre de l'État national qui a été fixé absolument au hasard des guerres et des traités. Voilà, ce qui nous fixe donc un double terrain en quelque sorte, le terrain local ou le terrain régional. Vous parlez d'ailleurs de la grappe de communes, c'est une très belle expression, et il y a le cadre international. Et justement, je pense que ce serait intéressant de parler un petit peu de cette réunion d'Ecoropa, puisqu'il s'agissait à ce moment-là d'une rencontre européenne qui faisait suite à tout ce qui s'est passé cet été, c'est-à-dire les démonstrations, les manifestations, les rencontres, les réunions, et il s'agissait de préparer en quelque sorte l'activité de ce mouvement qui n'englobe pas que les écologistes au niveau européen. Qui englobe aussi donc les régionalistes et peut-être beaucoup plus que cela. N'est-ce pas? Je me rappelle que justement à ce colloque de Metz, il y a à peu près 6 semaines, vous avez fait remarquer pour la première fois la convergence très exacte de tous ces mouvements. Vous parliez des écologistes, du mouvement pour la libération de la femme et des mouvements non violents en général, à quoi j'ai ajouté immédiatement, et je crois que vous en étiez d'accord, le mouvement régionaliste, le mouvement qui tend à créer des communautés, à recréer un sens de la communauté dans notre société absolument atomisée, dans tous les sens du terme, et les mouvements non violents en général. Alors, il y a là, me semble-t-il, une espèce de grande vague qui est en train de se soulever, ou une émergence de quelque chose qui est complètement différent de la politique telle qu'on la conçoit dans les partis, que ce soit à droite ou à gauche, ça revient exactement au même.
ils ont tous des options générales sur la productivité, sur l'énergie atomique, sur les armements atomiques qui sont diamétralement opposés à nos conceptions, mais qui ne sont pas diamétralement opposées entre la droite et la gauche, pas du tout. Elles sont très souvent identiques. Alors, c'est la résurgence ou le surgissement de ce grand mouvement européen qui, à moi, me rend une confiance que j'étais en train de perdre dans les possibilités de faire l'Europe, et de la faire notamment par les régions. Il me semble que tout ça est en train de mobiliser des forces immenses en Europe. Rappelez-vous, enfin l'été dernier, n'est-ce pas, les rassemblements de 80 000 jeunes autour de Crémalville, de 350 000 régionalistes devant Pampelune après une marche de 2000 km. Ce sont des phénomènes qui devraient faire réfléchir les gouvernants de partout. Aucun parti politique, aucune cause autre que la cause générale écologique, communautaire, régionaliste n'est capable aujourd'hui de mobiliser des gens aussi motivés. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, je vis ça exactement de la même manière. Il y a en effet l'apparition dans la politique, en quelque sorte, c'est-à-dire l'affaire au sens le plus large, d'un bloc de nouvelles questions extrêmement graves, extrêmement pressantes, dont justement l'écologie, dont le mouvement régionaliste, dont le mouvement des femmes, dont aussi, en quelque sorte, la division entre pays riches et pays pauvres qui devient de plus en plus dramatique. Et c'est ce nouveau bloc de problèmes est en train de créer, disons, le nouveau terrain politique, le nouveau terrain où les questions, enfin, des questions principales autour desquelles la politique va s'organiser. C'est vrai, c'est le seul mouvement, disons, qui mobilise, qui devient de plus en plus important. C'est la politique d'aujourd'hui, en quelque sorte. Vous parliez de Malville, justement, vous êtes optimiste, tant mieux. Je suis un tout petit peu inquiet par moment quand je vois ce qui s'est passé à Malville et quand je vois, disons, la taille, la résolution et la froideur de l'État-nation, disons, de l'adversaire devant lequel nous nous trouvons à chaque fois, quoi. Et comment est-ce qu'on peut vraiment être optimiste? Est-ce que, disons, je crois qu'il faudrait peut-être qu'on essaye de montrer que la politique, ce n'est pas seulement la scène politique, les élections, les choses de ce genre-là, mais c'est aussi peut-être l'activité quotidienne des gens, de leur communauté, des choses qui ne sont pas spectaculaires et qu'on n'avait pas l'habitude de considérer comme étant de la politique. Exactement. N'est-ce pas? Pour moi, la politique, c'est deux choses qui sont cohérentes entre elles, qui s'impliquent mutuellement. C'est l'indication des grandes finalités de la vie publique. Qu'est-ce que nous voulons? Nous ne voulons pas la puissance mythique des États qui est dirigée vers la guerre. Nous voulons la liberté des personnes. Nous pensons que c'est ça qui est le but de la société. Et alors, tout mon livre est fondé sur cette opposition entre la finalité de puissance et la finalité de liberté. J'en viens à dire, je crois que je ne l'ai pas tout à fait dit dans mon livre, mais c'est son résumé, si vous voulez, en une phrase. Qu'est-ce que la puissance? C'est le pouvoir que l'on prend sur autrui. Et qu'est-ce que la liberté? C'est le pouvoir que l'on prend sur soi-même. Je voudrais ajouter aussi ceci. On me demande souvent qu'est-ce que nous pouvons faire. Nous sommes de pauvres individus abandonnés dans un monde immense et gigantique. Eh bien, je réponds, nous pouvons faire comme si notre avenir dépendait uniquement de nous-mêmes. Et dans cette mesure, il dépendra de nous. Car tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est fait de main d'homme. Il ne faut pas qu'on nous raconte d'histoire. Nous sommes responsables de tout ce qui se passe, exactement, sauf les tremblements de terre. Je crois que c'est la seule chose qui n'est pas faite encore par l'homme aujourd'hui. Donc, il n'y a qu'une solution à cela, c'est que chacun, à sa place et tout de suite, sans regarder si les autres suivent, commence à agir dans le sens des finalités générales. Tout à fait d'accord.